le génocide des Hutus rwandais en République démocratique du Congo par Paul Kagame. L'ONU vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Le mot d'ordre était d'exterminer tous ceux qui tentaient de fuir à l'intérieur du Zaïre. Le monde ne le sait pas encore parce que les seuls médias qui contrôlaient cette guerre avaient reçu l'ordre d'étouffer cet autre génocide de la vengeance. Des centaines de milliers de Zaïrois furent abattus dans la foulée. Ces paroles sont tirées de mon livre Crimes organisés en Afrique centrale, Révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, édition du Boiris, 2004, à la page 177. Ce 8 juillet 2019, à 20h47, un vieux rapport du Haut Commissariat pour les droits de l'homme, rendu public le 26 août 2010, vient d'être réactivé sur les toiles. Ce volumineux rapport de 600 pages a recensé les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, entre 1993 et 2003. Et aujourd'hui, l'ONU relance ce dossier car elle estime que le massacre des réfugiés hutus rwandais commis par l'armée patriotique rwandaise, APR, de Paul Kagame, pourrait constituer un acte de génocide. Et déjà en 2010, les médias internationaux, dont notamment Le Monde et La Croix, prétendaient que si l'ONU avait décidé de fuiter exprès ce rapport accablant, c'était justement pour éviter que son contenu explosif ne soit édulcoré par la raison d'État. Mais 9 ans après la diffusion de ce rapport, rien n'y fit. Pourquoi? Toutefois, en relançant ce dossier du génocide des réfugiés hutus rwandais en RDC par Paul Kagame et l'APR, l'ONU vient d'ouvrir, malgré elle, la boîte de Pandore. Car l'examen de ce dossier amènera enfin l'enquête judiciaire à poser des questions de fond que l'on a escamotées dès le début des crimes commis depuis la première agression militaire de la RDC qui a eu lieu en 1996. L'enquête judiciaire devra déterminer d'abord tous les auteurs et les complices de ce génocide. Elle devra déterminer si Kagame et ses officiers de l'APR, dont James Kabarebe et Joseph Kabila, sont les seuls auteurs de ces crimes ou s'il y a d'autres complices qui les ont aidés à accomplir ces massacres. L'enquête devra aussi identifier toutes les victimes de ce génocide. Elle devra en effet déterminer si les réfugiés hutus rwandais ont été les seules victimes de ce génocide ou s'il y a eu aussi d'autres groupes qui ont été les cibles de ces massacres planifiés à l'est de la République démocratique du Congo. C'est sur ces deux points que je voudrais attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale afin que l'ouverture éventuelle de ce dossier que nous appelons de tous nos voeux depuis près de 20 ans ne soit pas instrumentalisée ni orientée vers les seuls objectifs des puissances occultes, car nous estimons que le dossier du génocide des réfugiés hutus rwandais à l'est de la RDC ne saurait être dissocié de celui du génocide des Congolais commis au même moment, sur le même territoire, par les mêmes auteurs et pour les mêmes objectifs. Examinons donc pour cela les deux questions de fond.
La première question, qui sont les auteurs et les complices de ce génocide? Dans son chapitre intitulé « Résumé exécutif », sous-titre « Histoire et mandat », à la page 3, le rapport Méping version française affirme, je le cite, que la découverte par la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, des 3 fosses communes dans le Nord Kivu à la fin de 2005 s'est imposé comme un douloureux rappel que des graves violations des droits de l'homme commises dans le passé en République démocratique du Congo, RDC, demeuraient largement impunies et fort peu enquêtées. Fin de citation. Partons donc de ce constat de l'ONU pour essayer d'identifier tous les véritables auteurs de ces crimes. Dans mon livre « Crimes organisés en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux », de la page 166 à la page 171, j'explique la stratégie de Paul Kagame qui consistait à rejeter toutes les solutions qu'on lui proposait pour rapatrier les réfugiés hutus rwandais au Rwanda. Car dans ses calculs à lui, Kagame et ses alliés, il avait besoin de la présence des réfugiés hutus rwandais au Zaïre comme prétexte afin de justifier le plan d'agression du Zaïre établi d'avance avec les États-Unis d'Amérique dans le but de chasser Mobutu, objectif poursuivi par les Américains, et pour occuper l'est du Zaïre, objectif poursuivi par Paul Kagame. À cet effet, Kagame avait dit à l'ambassadeur de l'Union européenne, Aldo Ayello, ceci, je le cite, « J'irai faire le job moi-même au Zaïre ». Fin de citation. Et ce job-là consistait justement à éradiquer les génocidaires entre guillemets Tutsis rwandais réfugiés au Zaïre. Les victimes des fosses communes ne sont donc que le résultat du job effectué par Paul Kagame et ses officiers de l'APR. Dans le reportage du documentaire Afrique en morceaux, le général rwandais James Kabarebe explique d'ailleurs avec toute l'arrogance comment il avait organisé et dirigé les bombardements des camps des réfugiés hutus rwandais de Sake et de Mugunga. Mais pourquoi en est-on arrivé à bombarder les camps de réfugiés de ces 2 camps qui regroupaient plus de 2 millions de réfugiés hutus rwandais, alors que, à l'initiative de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté le 15 novembre 1996 la résolution 1080 qui avait décidé de l'envoi dans le Kivu d'une force internationale d'interposition pour protéger justement les camps de réfugiés hutus rwandais. C'est en répondant à cette question que l'on peut identifier clairement les vrais commanditaires des crimes. Et il s'avère justement que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont saboté cette résolution de l'ONU dont ils étaient pourtant eux-mêmes signataires. Rappelons pour mémoire que ce sont les experts du Pentagone sur le terrain des opérations à Goma qui avaient alerté leur hiérarchie à Washington pour lui expliquer que l'application de cette résolution de l'ONU de déployer une force d'interposition sous le mandat de chapitre 7, autrement dit, avec l'autorisation de faire usage des armes à feu, cette résolution-là mettrait à mal le plan des États-Unis de poursuivre l'offensive avec l'armée rwandaise
sous couvert de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa pour chasser Mobutu. Et devant ce dilemme, l'attaché militaire américain au Maroc, à cette époque, fut dépêché d'urgence à Goma pour apprécier cette situation et conseiller Washington. L'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa à l'époque, Dan Simpson, fut lui aussi consulté. Il a d'ailleurs publiquement fait son témoignage dans Afrique en morceaux en ces termes, je le cite. Nous savions que la décision d'envoyer les forces d'interposition à Goma était une tentative des Français pour sauver Mobutu. Nous ne pouvions pas accepter cela, car pour nous, Mobutu devait partir, c'est tout. Fin de citation. Les experts américains estimèrent donc que la France voulait sauver son allié Mobutu en barrant la route aux forces de coalition des 6 pays africains mis en place par la CIA et le Pentagone. Ainsi, bien qu'ils aient voté la résolution et pris part aux travaux préparatoires de Stuttgart en Allemagne avec la France, le Canada, l'Espagne et l'Angleterre, les États-Unis changèrent brusquement d'avis sans informer leurs partenaires européens. Et sur recommandation pressante de Kagame et Museveni, ils décidèrent de bloquer unilatéralement l'exécution de la résolution 1080 de l'ONU. Et pour éviter un débarquement surprise des troupes françaises à partir de leur base africaine de Libreville au Gabon, étant donné qu'elles avaient déjà le feu vert de l'ONU à ce sujet, Paul Kagame ordonna à Laurent Désiré Kabila de fermer d'urgence les aéroports de Goma et de Bukavu avec des fûts d'essence et des blocs de pierre. Comme on le voit donc, les États-Unis d'Amérique sont indubitablement parmi les principaux commanditaires des actes barbares du bombardement des camps de réfugiés hutus-rwandais de Sake et de Mugunga. Car c'est à la suite de ces bombardements que plus de 2 millions de Hutus et des Aïrois qui fuyaient dans la forêt ont été pourchassés et exterminés sans distinction par les troupes Tutsi rwandaises, selon les détails accablants fournis par le film documentaire de l'Autrichien Hubert Soper, Kisangani Deri, loin de Kisangani, en 1998. Un autre groupe de responsabilité et complice de ces crimes, c'est celui de Laurent Désiré Kabila et son conglomérat de l'AFDL au service du Rwanda et de l'Ouganda à l'époque des faits. L'opinion tant nationale qu'internationale se souviendra du bras de fer qui avait opposé Laurent Désiré Kabila et l'ONU concernant l'opération de vérification des charniers qui avaient été signalés à Ionda, près de Mbandaka. La délégation de l'ONU chargée de vérifier les faits avait été bloquée pendant plusieurs jours à l'hôtel intercontinental de Kinshasa sur ordre de Laurent Désiré Kabila pour permettre aux agents spéciaux dépêchés à Mbandaka par l'ADG de l'ANER, M. Leta, aujourd'hui en prison, avec mission de déterrer nuitamment les squelettes des fosses communes et de les jeter dans le fleuve Congo. C'est seulement après avoir accompli cette sale besogne que l'autorisation fut donnée aux enquêteurs de l'ONU de se rendre sur les lieux à Mbandaka. Mais, informés sur l'intervention secrète des services congolais, la délégation des enquêteurs de l'ONU annula sa visite. D'aucuns se rappelleront que cet incident avait créé une forte tension entre le pouvoir et l'Église catholique, soupçonnée d'être à la base de cette trahison entre guillemets.
Malheureusement pour Laurent Désiré Kabila, quelque temps après seulement, ses alliés rwandais qu'il venait de couvrir lui menèrent la guerre jusqu'à son élimination physique. Posons maintenant la deuxième question. Qui ont été les victimes de ce génocide? Étant donné que le camp bombardé était essentiellement habité par les réfugiés hutus rwandais, il est tout à fait logique que ceux-ci soient les premières victimes visées par les criminels tutsis rwandais de l'armée de Paul Kagame. Cependant, lorsque la presse à propagande américaine, la CNN, avait annoncé après les bombardements ce qu'elle appelait le retour volontaire et triomphal des 500 000 réfugiés rwandais dans leur pays, et surtout lorsque, suite à ce mensonge, la Maison-Blanche avait communiqué officiellement au secrétaire général de l'ONU qu'il n'y avait plus de nécessité d'envoyer les troupes d'interposition de l'ONU à l'est du Zaïre, les autorités politiques zaïroises de l'époque avaient émis une forte protestation et crié au scandale. Car au même moment, près d'1,5 million de réfugiés civils rwandais, hommes, femmes et enfants, étaient pourchassés et abattus comme des lapins dans la forêt tropicale à l'est du territoire national. Mais il y avait aussi des centaines de milliers de familles zaïroises qui fuyaient la guerre et l'avancée des troupes rwandaises et qui furent, elles aussi, exterminées dans la foulée. Kagame avait fait d'une pierre deux coups. Il avait par la même occasion l'opportunité d'éliminer d'un côté les Hutus, ses ennemis mortels, et de procéder de l'autre côté à l'extermination des Congolais de cette riche région du Kivu dont il avait conçu d'avance le projet d'occuper les terres. Dans les deux cas, le massacre est bel et bien planifié par Kagame et le lobby Tutsi Power, et il répond bien aux critères juridico-politiques du génocide. Dans mon livre Crime organisé, de la page 179 à la page 182, je signale les témoignages des rescapés au massacre qui ont accepté de livrer leurs témoignages sous le sceau de l'anonymat pour des raisons évidentes de sécurité. Certains parmi eux ont affirmé qu'après la deuxième guerre de 1998, contre Laurent Désiré Kabila, l'armée rwandaise a procédé à une grande opération consistant à exhumer d'urgence tous les corps enterrés dans les charniers à travers la région du Kivu. Car Kagame savait qu'il ne pouvait plus compter sur sa marionnette Laurent Désiré Kabila pour le couvrir devant la communauté internationale, d'autant plus que son ancien complice connaissait bien tous les emplacements des charniers. C'est pourquoi Paul Kagame ordonna de vider toutes les fosses communes dans le Kivu et d'en transférer les contenus à Kigali pour enrichir le mémorial du génocide de 1994. Ces témoignages furent confirmés par le lieutenant Abdul Ruzibiza, membre de la garde rapprochée de Paul Kagame, numéro matricule OP 1920. Dans son témoignage écrit, Ruzibiza ajoute ceci: « Je suis convaincu et j'affirme que les corps exhumés des fosses communes ne sont pas seulement ceux des Tutsis, parce que je connais des fosses communes où les Inkontagni ont jeté pêle-mêle les corps des personnes qu'ils ont tuées et ils ont été inhumés ensemble en les qualifiant tous des Tutsis. » Fin de citation.
ce lieutenant Ruzibiza a été éliminé en guise de représailles une année à peine après la sortie de mon livre en 2004. Il est donc clair qu'en relançant le dossier des massacres commis par Kagame, pour ne parler que du génocide des seuls Tutsis rwandais par les seuls criminels rwandais, l'ONU ouvre malgré elle la boîte de Pandore. Car, comme nous venons de le démontrer, dans ce crime de génocide, Kagame et son armée APR n'ont pas agi seuls. Ils ont bénéficié de l'appui et de la complicité active des États-Unis d'Amérique et de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila. Et les victimes programmées ne sont pas seulement les réfugiés hutus-rwandais, mais aussi des centaines de milliers de familles congolaises. Ainsi, la communauté internationale a été rattrapée par la justice. Elle a été prise dans son propre piège, car en voulant faire justice aux seuls Rwandais, elle sera désormais obligée de traiter ce fameux dossier, ce fameux génocide congolais dont personne ne veut parler jusqu'ici. En l'absence d'un État et d'un pouvoir congolais, et au moment où le peuple congolais mène seul la bataille de Minembwe pour stopper le projet d'occupation et de balkanisation du territoire national, nous invitons les 80 millions de Congolaises et de Congolais issus des 400 ethnies du Congo à s'unir comme un seul homme pour faire pression sur l'ONU afin qu'ils reconnaissent le génocide de plus de 12 millions de Congolais et pour que justice soit rendue aussi à nos martyrs. Ils en ont droit. Que Dieu bénisse le Grand Congo et son peuple. Je vous remercie. La nationalité rwandaise de Bosco Ntaganda, général radié de forces armées de la RDC, ne fait l'ombre d'aucun doute. La Cour pénale internationale qui a dépêché à Kigali une équipe de ses experts pour son transfèrement à la Haye confirme sa citoyenneté rwandaise. Patrick Karegeya va plus loin sur un autre dossier, celui de Bosco Ntaganda, l'ancien chef rebelle actif au Congo, est désormais entre les mains de la Cour pénale internationale. Il serait issu des rangs de l'armée rwandaise elle-même. Patrick Karegeya. Si la Cour estime qu'elle peut apprendre quelque chose de moi, je coopérerai avec elle. Mais je crois que la CPI ne juge pas la bonne personne. Elle devrait traduire en justice Kagame et pas Ntaganda, parce que c'est lui qui l'a choisi au Rwanda et l'a envoyé dans l'est du Congo. Alors pourquoi s'occuper des symptômes et pas de la maladie? Donc vous affirmez que Bosco Ntaganda est rwandais et pas congolais? Oui, bien sûr qu'il est rwandais. Il était dans l'armée rwandaise. On l'a choisi, envoyé auprès de Lubanga et on l'a approvisionné en armes. Donc, quand il cause tous ces problèmes, le coupable, ça ne devrait pas être Ntaganda, mais Kagame. Ntaganda a juste été déployé. Donc, ces événements sont de la responsabilité de son commandant. Il était des forces de défense rwandaises, il était sous-officier. La plupart de ceux qui ont dirigé la rébellion venaient du Rwanda de toute façon. Ntaganda n'est pas un cas particulier. Kunda, Ntaganda, ils ont été formés au Rwanda, mais ne se sont pas battus là. C'est pourquoi je dis qu'ils ne s'occupent pas des bonnes personnes. Ils étaient déployés, c'est tout. Bosco Ntaganda s'est enfui au Rwanda, il a trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis. Est-ce que c'était avec l'aide du gouvernement rwandais? Il voulait sauver sa peau. S'il s'était rendu au gouvernement rwandais, ça aurait été une toute autre histoire. Je ne pense pas qu'il l'aurait remis à la Cour pénale internationale. L'ex-chef des renseignements extérieurs rwandais Patrick Karegeya au micro de Sonia Rollet.
omona wapi osala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te monguna longa te bana Kongo toke